la fameuse cyclothymie des surdoués, qui est ce qui fait qu'il y a assez fréquemment d'ailleurs des erreurs de diagnostic avec la bipolarité. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est un lieu commun. Et c'est vrai que dans les gens qu'on reçoit, il y en a quand même un certain nombre, sinon quasiment tous, qui se heurtent régulièrement à ça. Il y a des moments où ils sont on, et ils ont l'impression qu'ils pourraient dévorer le monde, que tout leur vient, ils déploient une énergie considérable, et puis des moments où ils sont off, et il n'y a plus personne. Et c'est pas simplement une question on-off de pouvoir déployer de l'énergie ou d'être à plat, c'est que ça embrasse même la totalité de leur regard sur le monde. Être en on, c'est aussi être de bonne humeur, c'est avoir l'impression de goûter aux joies même les plus anodines de l'existence, et puis le moment off, c'est un moment au fond qui s'apparente à une dépression. Donc, c'est un des arguments principaux qui ont permis de faire une lecture pathologique de ce profil, évidemment. L'écriture de ce bouquin, elle est marrante là-dessus, parce qu'on a choisi d'écrire à trois, tous les trois concernés par cette question. Et finalement, bien sûr que ça s'est manifesté, cette sorte de cyclothymie. C'est-à-dire que ce qui est amusant dans le fait d'écrire, d'être dans un projet à plusieurs drôles d'oiseaux de ce type, c'est que il y a eu des moments, pour chacun d'entre nous, où c'était impossible d'écrire. Impossible d'écrire juste parce que pas envie du tout. La plume totalement sèche. Impossible, avec les trois qu'on était, de fixer un calendrier clair. Impossible d'ailleurs de dessiner un projet au sens habituel du terme. Parce que finalement, le mot projet, il revient sans arrêt dans notre société. Il faut avoir des projets. Au fond, qu'est-ce que c'est le projet ? Le projet, c'est finalement une manière d'inscrire la routine dans le temps. C'est-à-dire que de rendre l'avenir totalement prévisible. On fait un projet comme on fait un business plan. Aujourd'hui, on est censé faire des projets pour tout, pour ses études, pour son couple, pour ses enfants. C'est le grand mot à la mode. Finalement, on est censé faire au fond des opérations comptables, de gestion du temps. On se projette exactement, voilà, dans un mois je vais faire ça, dans 3 mois je vais faire ça, et je vais faire ça à tel rythme, exactement comme ça. On sait exactement où on va aller. Ce qui est en général exactement ce que les surdoués ne peuvent pas faire. C'est une des bonnes raisons d'ailleurs pour lesquelles un certain nombre d'entre eux qui ne l'ont pas repéré, qui ne comprennent pas pourquoi, sont incapables de s'engager plus avant dans quelque chose. Parce que finalement, ce bouquin, on ne l'a pas écrit du tout comme ça. On n'aurait pas pu l'écrire d'ailleurs si on ne l'avait pas ressenti, conçu, imaginé, chacun comme une aventure. Comme une aventure, potentiellement, on partait vers les Indes, en espérant aller peut-être découvrir l'Amérique. On savait qu'on n'arriverait jamais aux Indes, en espérant qu'au moins si on fasse naufrage au milieu, le naufrage serait grandiose, épique, et que ça aurait vraiment de la gueule jusque-là. Bon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on a découvert l'Amérique, c'est pas essentiel. On a l'impression parfois de l'avoir découverte. C'est ça qui compte finalement. Et c'est pas fini, évidemment. C'est-à-dire qu'une aventure, il y a des points où on s'arrête, il y a des points où on fait halte, il y a des points, mais c'est potentiellement infini. Et dans ce type d'aventure, le rythme est totalement imprévisible. Pour en revenir aux modalités pratiques de l'écriture, il y avait des moments où ça perdait tout sens, pour l'un de nous trois, pour 2 des 3, pour les 3 parfois, simultanément. On était tous en panne au même moment. Ce qui nous a permis d'aboutir, c'est qu'on en est à un point de notre réflexion, de notre parcours, où on ne trouve plus ça grave, ça ne nous inquiète plus. C'est-à-dire qu'on sait que si on accepte la panne, si on accepte le fait que cette panne a même une fonction essentielle, qu'elle dit quelque chose de tout à fait essentiel, finalement, de notre condition d'être humain, qu'au fond, on peut masquer, on peut éluder ce rapport intime à une forme de dépression, au fond. C'est que le sens de l'existence, nous l'inventons, nous le projetons dans un objet. J'aimerais être, je sais pas moi, champion olympique. Alors celui qui se dit, je serais champion olympique, donc il passe toute sa jeunesse à s'entraîner, par exemple, je sais pas, du 100 mètres nage libre, il accumule les longueurs. Les champions olympiques en soi, c'est rien. Ça n'existe pour lui que par tout ce qu'il projette de fabuleux. J'aurais réussi ma vie, je serais dans les livres d'histoire, et finalement, je serais quelqu'un qui compte, toutes mes frustrations, etc., tout ça n'aura plus d'importance en face de cette réalisation magnifique que ce sera. Le jour où il est vraiment sur le podium, il y a la Marseillaise, et
Il y a un instant d'éternité pendant lequel, effectivement, c'est l'instant d'extase. Mais assez vite, la médaille, c'est une breloque. Il est rentré dans les livres d'histoire, oui, enfin, il sera oublié dans pas si longtemps. Ça n'empêche pas de vieillir, de mourir. Finalement, il a les mêmes problèmes qu'avant, etc. Est-ce que ça veut dire que tout est vain? Oui, en un sens, bien sûr. Enfin, vanité, des vanités, tout est vanité, etc. Nous, les êtres humains, sommes condamnés à faire face régulièrement à cette question, à la vanité des choses, à la facticité de nos projections. Mais en même temps, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est précisément d'arriver à inventer des récits, à inventer du sens, et à forger à partir de ça une réalité qui parfois est magnifique. C'est tout aussi vrai. Donc, il y a des moments où ça fait sens pour nous. Ça fait sens, c'est pas nous qui décrétons que ça a du sens. Ça nous traverse comme faisant sens, et on peut y inscrire notre action. Et puis des moments où le sens reflue, et on est face au vertige de notre condition, du temps qui passe, de la mort qui vient. Et tant qu'on lutte contre ça, on se retrouve un peu dans la situation de celui qui, pour nager dans la mer, voudrait aller contre la vague. Il s'épuise, et il ne va pas là où il voulait aller. Alors que quand on comprend qu'il faut nager avec la vague, avec le courant, avec le flux et le reflux, c'est là, paradoxalement, qu'on est capable d'aller au point où on voulait aller. Qu'on se meut avec aisance, à partir du moment où on sait qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'on est dans un mouvement qui est hors de notre portée, hors de l'appréhension de notre conscience. Il en va de même dans le rapport à l'action, à l'effort, si on accepte ça, finalement, ce flux et ce reflux du désir nous permet d'être extrêmement féconds. Et en bout de course, de ne pas être moins productif, même parfois beaucoup plus, que ce qui se passe dans la routine habituelle du rapport à l'effort. Parce que celle-là peut être interrogée. Finalement, ce qui permet à la plupart des gens de poursuivre un effort jour après jour, aux mêmes heures, de façon continue, c'est au prix de l'occultation totale de leur véritable désir. C'est pas parce que ça fait sens pour eux que ça fait pleinement sens. Si ça faisait pleinement sens pour eux, ils expérimenteraient tous les jours le fait que parfois ça fait pleinement sens et parfois pas du tout. Quand on est très amoureux de quelqu'un, ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on regarde la personne, c'est la plus belle du monde et on est traversé par un truc. Non. Tout aussi bien, même quand on est très amoureux, même Roméo, parfois en face de Juliette, oh tiens, aujourd'hui elle a une sale tronche. Enfin, en fait, ce que ça veut dire, c'est pas qu'elle a une sale tronche objectivement, c'est juste dire que, tiens, là, il le ressent pas. Et parfois, d'ailleurs, il a juste pas envie de penser à Juliette, il a envie de faire d'autres choses, il a envie d'aller faire, je sais pas moi, un footing avec ses potes, se battre en duel, Juliette, c'est le cadet de ses soucis. Très amoureux de Juliette, ça veut dire que, de manière assez régulière, tout d'un coup, il retombe amoureux, finalement, et il redécouvre Juliette, autrement d'ailleurs. C'est là que c'est beau, que ça se déploie. Ça n'est jamais la répétition exacte de... Mais il faut que ça ait pu se perdre pour que ça se renouvelle. Si on n'accepte pas ça, si on veut de la constance, la seule manière, au fond, c'est que ça fasse très faiblement sens pour l'individu. Au fond, que ça fasse sens par d'autres mécanismes. C'est finalement, si la société nous prescrit ça et qu'elle nous assure que ça a du sens, même si ça ne nous intéresse pas, même si on s'y ennuie, il faut le faire. Pour la plupart des gens, c'est ça qui organise leur rapport au monde, leur rapport à leur action. Donc eux ne sont soi-disant pas paresseux, et surtout ils sont constants. Mais de quel prix paie-t-il cette constance? C'est une question fondamentale, et tant qu'on ne la soulève pas, on se condamne à faire des surdoués les malades, les inconstants, et des autres, la norme, le fonctionnement sain, dont il suffit quand même, me semble, de sortir dans la rue, aller prendre le métro aux heures de pointe, pour s'apercevoir du fait que derrière cette constance se cache finalement une détresse qui n'est pas forcément moins grande, même si elle ne s'exprime pas de la même façon, que celle des surdoués.